Coucou, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je sais que vous étiez beaucoup à me demander pourquoi j'étais en fauteuil roulant et j'ai subi quoi comme opération et tout ça. Donc je reviens pour vous raconter ça parce que ce n'était pas un moment très facile pour moi et ni pour ma famille. Du coup, j'ai eu beaucoup du mal à me remettre. J'étais rentrée à l'hôpital juste pour une simple crise et après, ainsi de suite et tout ça. Du coup, j'ai eu plein de messages. De... La plupart, C'était des... il y avait certaines mamans qui me posaient des questions. Comment ça se faisait que j'étais en fauteuil roulant? J'ai eu quoi comme opération? Si ça, leurs enfants, si ça attend leurs enfants aussi en fait. Et alors, non, pas du tout. Moi, c'était parce que voilà, j'avais déjà des problèmes j'avais des hanches qui étaient nécrosées. Mais ça, c'est dû à la drépanocytose, les nécroses. Les nécroses osseuses, c'est pour tous ces gens qui ont la drépanocytose, ils peuvent avoir ça aussi. Et ça, on n'y peut rien. De toute façon, on ne peut pas changer grand-chose, malheureusement. Voilà. Et du coup, là, je rentre sur YouTube. Je veux regarder les messages que j'ai eus. Du coup, voilà. Après, franchement, alors, ce qui m'a... En fait, c'était un soir. Je suis sortie avec des amis et disons, après la journée, j'étais à l'école. Le soir, je suis rentrée, je suis partie au sport. Et je faisais de la danse en ce moment-là. Et de là-bas, je suis rentrée chez moi et tout ça. J'ai pris ma douche comme d'habitude, ma routine d'habitude. Et du coup, je me suis posée, je sentais déjà des douleurs arriver, tout ça. Je croyais que c'était mes règles. Mais parce que, disons, moi, quand j'ai mes règles, ça, je fais plein de crises drépanocytaires. Et du coup, je croyais que c'était à cause de ça, en fait. Et pour moi, si c'était à cause de ça, j'allais prendre du Doliprane, Ketoprofen ou Tramadol. Et ça allait passer et j'avais même pas besoin d'aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. Et là, je me suis endormie. Je me suis endormie. Après, vers 20h, 21h, j'avais une amie qui m'a contactée. On est sorti. Après, je suis rentrée vers 23h. Et je me suis allongée. D'un seul coup, j'ai eu des douleurs. J'avais mal partout et tout ça. Et je suis allée à l'hôpital. Et je n'y arrivais pas du tout à dormir. Donc, je suis allée à l'hôpital et tout ça. J'ai demandé. Je suis suivie pour une crise, j'étais sous morphine et tout ça. Après, j'ai passé des radios, d'IRM et tout ça. Et je leur disais que j'avais très mal à ma hanche droite. Parce que celle-là, elle était nécrosée, mais j'avais pas encore la prothèse. Du coup, petit à petit et tout ça, le 12 décembre, après, je suis rentrée dans un état critique. J'étais hospitalisée à Montauban. Après, ils m'ont transférée à Toulouse parce que c'était trop grave. Et une fois arrivée là-bas, j'étais pas du tout consciente. Après, je suis arrivée à l'hôpital à Toulouse. J'étais en Oncopole. Je suis restée, disons, 6 7 mois à l'hôpital. Et du coup, là, je suis passée faire des IRM, des radios. Ils me demandaient toujours si ça allait, mais ma hanche et tout ça, avec les traitements. Je disais non, que ça allait pas. J'avais toujours mal. Voilà quoi. Et du coup, j'ai eu une opération le 12 décembre. J'ai eu une prothèse. C'était après les prothèses que tout a aggravé et tout ça. Et en fait, j'ai eu des problèmes neuropathiques d'un seul coup. Après l'opération, franchement, une fois que j'étais opérée de ma hanche gauche,
il y a de cela 3 ans maintenant. Franchement, j'avais pas mal. Le jour même, le chirurgien est venu me voir dans la chambre et il a bougé mes jambes et tout ça. Et je lui disais que j'avais pas mal, tout allait bien et tout ça. Et du coup, on m'a opéré à Purpan. Donc de Purpan, on m'a transféré à Angopol pour traiter les crises drépanocytaires. Et là, du coup, là-bas, le lendemain, j'essaye de me lever. J'arrivais pas à poser mes pieds par terre, quoi. Je n'y arrivais pas à dormir. J'avais mal partout. Et ma mère, elle est venue du Tchad pour assister l'opération. Juste assister l'opération et un mois après, elle allait rentrer. Et là, je n'y arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à marcher, j'avais mal partout. Même le drap là, juste un drap me touche, j'avais tellement mal, c'était des brûlures, j'avais des douleurs. Et après même si tu prends une plume, on me le pose sur les pieds, j'avais mal, j'ai commencé à crier, je pleure et tout ça. Je dormais ni la nuit, ni la journée, ni le soir. Ma mère non plus, personne en fait. Et la sonnette était tout le temps dans ma main. Genre tout le temps j'appuyais, mais parce que j'avais trop mal. À un moment, les infirmières, ils viennent, mais ils me voient dans cet état-là, alors qu'eux, ils ne peuvent pas dépasser les protocoles de soins. Du coup, ça leur faisait mal au cœur, donc ils ne venaient pas. Et moi, je suis là à souffrir. Et, ma mère, elle dort pas, elle essaie de me masser. Donc, je me mettais les pieds dans l'eau glacée. Je mettais mes pieds dans une bassine avec de l'eau glacée. Et ça, ce n'est pas du tout bien pour la drépanocytose. Mais je m'en foutais, ce moment-là, je m'en foutais carrément de la drépanocytose, quoi. J'avais même oublié cette maladie. J'avais tellement mal aux pieds. Non, mais après, du coup, ils m'ont fait des biopsies. La première biopsie n'était pas bien réussie. C'était une interne en chirurgie elle me l'avait fait. Donc, au lieu qu'elle prend un nerf, elle a pris un muscle et un tendon. Et ça m'a beaucoup posé de problèmes après sur ma marche et tout ça, malgré que, voilà. Après, du coup, moi, l'anesthésie, mon corps le supporte pour un moment, pour quelques heures. Après, mon corps ne le supporte plus. Et là, je commence à avoir des douleurs de drépano, mais pas possible. J'avais mal trop d'eau sur ma hanche et tout ça. Je commençais à pleurer. Je bougeais, je lui disais que je sentais toujours ce qu'elle faisait sur mes pieds là. Je le sentais. Elle me dit c'est pas possible parce qu'on t'a injecté de l'anesthésie. Je dis mais l'anesthésie c'est pas l'anesthésie générale, c'était local. Je sentais ce qu'elle faisait, que j'avais trop mal. À un moment, je commençais à pleurer, mais je bouge pas. Déjà, à poser les cathéters là, ici sur la voie veineuse, ça fait tellement mal, je bouge pas. Et on me pique, je bouge pas. Et là, elle, comme par hasard, elle a fait une erreur médicale. Je pouvais porter plainte contre elle et tout ça. Non, elle mettait encore la faute sur moi. Elle disait, ouais, c'est elle qui bougeait et tout. Je dis, mais c'est pas possible. À un moment, je bougeais pas, j'avais pas mal. D'un seul coup, mon corps a rejeté l'anesthésie. Et du coup, j'avais mal, quoi. C'était pas de ma faute. Non. Madame a mis la faute tout sur moi. C'est à cause de moi, c'est de ma faute, je sais pas quoi. Bon, j'ai dit, bref, écoute. Elle n'a qu'à dire ce qu'elle voulait dire. Moi, j'avais pas la tête à aller appeler la police, porter plainte. Mon grand frère n'était pas du tout content quand ma mère lui avait raconté ça. Mon père non plus. Toute la famille voulait que je porte plainte et tout ça. Et moi, j'étais majeure. Ma mère aussi, elle était d'accord pour que je porte plainte. Elle m'a dit, si tu sais, si tu étais mineure, moi, j'allais le faire à ta place. Mais maintenant, tu es majeure, tu fais ce que tu veux. Mais il faut que tu portes plainte contre cette femme-là. J'ai dit non, c'est pas grave. J'avais pas la tête à ça. Genre, j'étais là, j'étais tellement, j'avais mal, je suis devenue parano, j'étais que sur ça en fait. Les douleurs. Pendant 5-6 mois, on ne dormait pas. Mes nerfs sont enflammés. Cette maladie neuropathique, ça s'appelle le Guillain-Barré. Ça m'a torturée. Je le souhaite à personne ces douleurs-là. Et en ce moment, je les vis encore. Et pour ça,
après qu'ils ont eu le diagnostic de cette maladie qui s'appelle le Guillain-Barré, après, quelques semaines plus tard, il y a un interne qui vient cool pendant 6 7 mois. J'arrivais pas du tout à avaler, même pas un truc, à part avaler les médicaments et manger quelques petites clémentines. C'est ce que j'arrivais à avaler et de l'eau. Lui, il arrive là, moi ce jour-là, j'avais tellement faim, mes douleurs ça allait mieux. Ils ont essayé des calmants, genre j'allais à Rangueil pour filtrer, genre c'était une filtration. Et c'est un soin qu'on fait pour enlever les liquides. Genre tous les nerfs de mes pieds ils étaient enflammés, du coup ils enlevaient un liquide jaune. Et du coup ce jour-là, j'avais envie de manger. Ma mère, la pauvre maman, elle est partie me chercher une pizza. Elle est sortie sous le froid. Elle est partie me chercher une pizza pour que j'y arrive à manger. Et là, t'as l'interne qui vient me dire bonsoir Madame Mamat. Ma mère s'appelle Madame Mamat. Bonsoir Madame Mamat. Je viens vous annoncer une mauvaise nouvelle. Euh, c'est quoi en fait? Il me dit est-ce que tu t'es fait piquer par une... C'est quoi déjà un petit truc là, les insectes et tout ça. Je dis bah il m'a montré une photo. Je dis non, pourquoi? Il me dit bah ce diagnostic qu'on a trouvé, pardon, ça peut être à cause de ça. Et je lui dis c'est pas possible. Il me dit peut-être en été t'es parti au lac ou t'es parti à la piscine ou t'es parti dans un jardin, je sais pas, quelque part comme ça, et tu t'es fait piquer par ça et voilà quoi. Je dis non, je connais pas cet animal, je me suis pas fait piquer par un insecte comme ça, à part les moustiques. Il me dit ah ok d'accord. Et là je lui dis c'est quoi alors, vous crachez ce que vous avez à dire là. Il me dit ouais, tu vas plus marcher de toute ta vie. Quoi? Tu vas plus marcher? Moi la chose que j'arrivais à dire, c'était juste qu'il dégage de la chambre. Je lui ai dit, je crois qu'il s'appelait Julien, je crois. J'ai même pas oublié son prénom. Tellement qu'il m'a énervé ce jour-là. Je l'ai même détesté. J'ai pas oublié son prénom, Julien. Je dis, Julien, vous pouvez sortir s'il vous plaît? Il continue à parler. J'ai dit, vous pouvez sortir? J'ai répété. À un moment, j'ai crié. J'ai dit, sors. Et là, je crois que j'avais une verre devant moi. J'ai pris, j'ai dit, sors. Et il continue à parler. Ma mère, elle lui dit, elle vous a dit de sortir. Et ma mère, elle lui avait suivi. Elle lui avait dit devant la porte, elle n'a pas mangé pendant 5 6 mois. Aujourd'hui, elle a envie de manger. Vous venez nous gâcher cette petite soirée qu'il y a entre nous, entre mère et fille, tranquille, sans avoir des douleurs, sans penser à sa maladie, sans penser à ses pieds. Vous venez nous gâcher ça. Vous nous dites, elle va plus jamais marcher. Il dit oui, elle va plus jamais marcher. On a commandé un fauteuil roulant électrique et un fauteuil roulant et tout ça. Je dis mais ma mère, elle rentre, elle me trouve allongée dans mon coin. Elle a rien dit. Elle aussi, elle était genre désespérée et tout le monde pleurait. Genre, moi, je pleurais quoi. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour avoir tout ça quoi. Et ma mère, elle me parle, je réponds pas, je répondais vraiment pas. Et franchement, ce n'était pas facile pour moi de venir en parler parce que à chaque fois que je pense à ça, je pleure. Ça me fait tellement mal au cœur à cause de tout ce traumatisme que j'ai eu à l'hôpital là. Franchement, quand je suis en crise là, franchement, je vous jure, sur la tête de ma mère, je ne souhaite même pas une seconde d'aller à l'hôpital. Je ne souhaite même pas. Maintenant, je déteste l'hôpital. Je déteste les médecins. Je déteste tout à l'hôpital en fait. J'avais le bilan annuel à faire, je l'ai loupé. J'avais un examen avec le neurologue, j'ai fait exprès de ne pas aller. J'avais un bilan
à faire aussi pour une fissure, je ne suis pas y allée, alors que c'est tous des bilans très importants. On m'appelle, on me dit pourquoi vous êtes pas là aujourd'hui parce que vous avez un rendez-vous, vous avez ceci, cela. Je dis bah j'ai pas envie de venir en fait. J'ai pas besoin de tous ces examens-là et après avoir de mauvaises nouvelles, non merci quoi. Et par contre, au seul rendez-vous que je parte à l'hôpital, peut-être pour mes yeux et peut-être pour ma transfusion et pour faire des prises de sang. C'est les trois choses. Et mes rendez-vous gynécologie. Après ça, je pars pas. Franchement, je déteste y mettre les pieds là-bas. Quand je viens le matin où j'ai rendez-vous pour faire ma transfusion, je change complètement d'humeur. Je deviens agressive. Je deviens mais une autre personne que je suis pas en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est parce que j'ai passé 2 mois et 2 mois et 2 mois à être enfermée là-bas. Et une fois que j'ai dépassé l'hôpital de 5 minutes, je redeviens moi-même. Je souris, je parle, je rigole. Mais à l'intérieur, genre le temps que ma transition finit, genre j'ai tellement hâte de sortir de l'hôpital et rentrer chez moi. Franchement, j'étais traumatisée. Mais ça m'a jamais arrivé depuis que je suis née. Disons que j'ai passé toute ma vie à l'hôpital, mais pas pour de longues durées, à 6 7 mois. En tout, j'ai fait 9 mois à l'hôpital. Je me rappelle très bien à quelle date je suis rentrée de l'hôpital. Je l'ai même noté sur mon téléphone. Je suis rentrée début septembre. Je suis sortie en juin. En juin 2019. Et je suis rentrée septembre 2018. Je ne pourrai jamais oublier ça, quoi. On va regarder ici. Détail. Je suis rentrée, c'était le 29 septembre. Et je suis sortie juin 2019, je crois, fin juin 2019. J'étais traumatisée. Ma mère qui m'a accompagnée pendant toute longue durée d'hospitalisation. Après, je suis revenue sur Montauban. J'étais en service de rééducation pour faire de la rééducation. Et quand je suis sortie de l'hôpital, elle était avec moi. Elle est restée presque 10 ans. Elle est restée aussi 9 mois avec moi. Elle a fait 9 mois. Elle est rentrée septembre là. C'est septembre, elle est rentrée. Et à chaque seconde du mois de septembre que je passais et que je commence à avoir mal quelque part, non mais je panique de ouf. Je panique tellement. Je me dis mais franchement, j'avais pas de la chance. Et il y a aussi certaines personnes qui mettent la faute sur nos parents. Nos parents n'ont rien fait pour avoir des enfants qui doivent être malades. À l'époque où nos parents sont nés ou sont grandis ou se sont mariés, il n'y avait pas toute cette médecine qui a évolué ce moment-là. Il y avait pas une médecine de ouf quoi pour savoir s'ils sont atteints de cette maladie ou le groupe sanguin est le même ou je sais pas quoi. Ils ne savaient pas ça. Ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés. Tout court. Ils n'ont pas voulu qu'on soit malade. Il n'y a aucun parent qui souhaite le malheur à son enfant. Il n'y a aucun parent qui souhaite le malheur de son enfant, surtout d'être malade, d'être souffrant. Moi, j'ai de la chance d'avoir une mère comme ma mère, en fait. Elle a toujours été là. Depuis ma naissance, elle était là. Elle s'est battue pour moi.
Elle a tout fait pour moi. Elle m'a amené de pays à l'autre pour me trouver de soins, pour que je sois guérie. À chaque petit truc qu'on lui dit que ça peut guérir la drépanocytose, ma mère, elle fonce à fond. Elle regarde pas ce qui est derrière elle. Elle regarde ce qui est devant. Son but, c'était que je sois guérie, je sois plus malade. Je dois même pas me plaindre pour lui dire maman, j'ai mal à la tête en fait. C'est le souhait de ma mère. Ma mère a été toujours là pour moi, elle m'a toujours accompagnée et à chaque moment où je suis malade, elle est tout le temps là. Maintenant, disons, ma mère, elle devient une personne âgée. Elle ne peut pas être là tout le temps à se dire oui, Suzanne, elle se sent pas bien, il faut que je vienne en France, rester avec elle. C'était vraiment un moment difficile avec elle, quand j'ai dû passer avec elle. Au, au, à mon bonheur, elle est là. À ma tristesse, elle est toujours là. Et pour ça, je veux la remercier mais toute ma vie, mais ça, c'est très peu. C'est très peu. Franchement, pour dire que c'est très peu. Même, même si je la porte sur mon dos pour l'amener à la Mecque, lui faire le tour de la Mecque là, avec mes pieds, du Tchad jusqu'à la Mecque, voilà, c'est rien. C'est rien. Parce que depuis ma maladie a été découverte de mes 4 mois et jusqu'à là, elle est là pour moi en fait. Elle est là le moment où j'ai jamais passé un moment difficile comme ça depuis que j'ai cette maladie. C'est c'est depuis l'année de 2018. C'était infernal. Ça m'arrive même de faire des cauchemars de ça, mais je me dis, mais à un moment donné, je souhaitais même de mourir parce que je n'y arrivais plus voir la souffrance de ma mère en fait. Je pleure tellement que j'ai mal, elle pleure avec moi. Et moi, je supportais pas de la voir de pleurer et tout ça, je supportais pas en fait. Je me dis, mais même c'est mieux que je meure que de voir ma mère qui pleure avec moi parce que j'ai mal. Et à un moment, quand j'arrive à fermer les yeux, elle faisait tout pour pas. Même quand les infirmières, elles se mettaient devant la porte de la chambre de l'hôpital, elle dit non, il faut pas rentrer la déranger parce que là, elle commence à dormir. Les infirmières lui disent, mais madame, nous, on doit faire le protocole de soins, il faut qu'on rentre. Elle dit, mais non, parce que là, ça fait quelques jours qu'elle n'a pas dormi, il faut qu'on la laisse un peu se reposer, les traitements, ils peuvent attendre. S'il vous plaît, suppliez, mais les infirmières, ou elle leur dit, bon, elle demande c'est quoi comme médicament qu'ils vont poser. Si c'est du Doliprane, elle dit non, elle a pas mal, c'est pas la peine. Et si c'est le soin que je prends, si c'est de soins où je prends tout le temps, elle leur dit pour ça il faut passer, mais il faut faire moins de bruit. Elle abandonne la chambre alors qu'elle dort à côté de moi. Je bouge un peu, elle bouge, elle m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quelque chose? T'as mal? C'était tout le temps ça. C'était tout le temps ça. Je bougeais un peu, il n'y avait que ça. Et je la voyais avec son chapelet dans sa main, à prier, à demander à Dieu, même si elle peut sacrifier sa vie pour que moi je sois guérie. Des fois, j'entends, je dors pas, mais j'entends ce qu'elle dit. Elle prie, elle dit, je préfère que je sacrifie ma vie pour que ma fille puisse avoir la meilleure de santé. Et pour ça, moi, je pourrais dire que franchement, j'ai une mère. Mais c'est pour vous dire que c'est pas toutes les mères qui souhaitent le malheur d'un enfant ou
Même si tu n'es pas son enfant, elle ne peut pas te souhaiter ça en fait. Elle ne peut pas te dire, oui, tu es malade, c'est bon, tant pis, je te laisse tomber. Non. Ou elle n'a pas choisi que toi, tu sois malade. Pour vous dire que moi, dans ma famille, dans tous mes frères et sœurs, il y a il y a quoi? Il y a deux porteurs AS. Moi, je suis SS. Je me dis pas parce que eux ils sont AS. Pourquoi moi je suis SS? C'est que ma mère elle me déteste. Non, je dis pas ça. Et je suis la seule dans toute ma famille, de mes cousins et mes cousines, à être vraiment souffrante de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je suis la seule à être comme ça. Je me plains pas. Je dis pas pourquoi eux ils sont comme ça et pourquoi pas moi en fait. Ça c'est pas on choisit pas ça. On choisit pas ça. Et, et comme on dit dans la, c'est juste une test de Dieu. Dieu quand il t'aime, il te donne quelque chose, un problème pour voir comment tu vas t'en sortir. C'est un test de Dieu. Et comme on dit en arabe, comme on dit, Allah kama yuridak ما يبتليك بأي مرض. المرض زكاة الجلد. C'est ce qu'on dit. Donc, ça veut dire que si Dieu ne t'aime pas, il ne va pas te donner une mauvaise chose comme ça à survivre avec. C'est juste une épreuve de la vie. Et il faut s'adapter avec. Au lieu qu'on se plaint à dire pourquoi mes frères sont pas malades, pourquoi je suis toute seule malade. Je fais de mon mieux pour m'adapter à vivre avec. Quand je suis là-bas, j'ai eu aussi des frères et sœurs qui m'accompagnaient. Quand j'étais en Afrique, c'est mon grand frère qui me donnait son sang quand je suis anémie. Donc pour dire que malgré que eux ils sont pas malades et que moi je suis malade, ils sacrifiaient tout en fait. Ils se sacrifient aussi. Donc c'est le point positif que je peux pas oublier ça. C'est un point positif. Et, et je passe un petit message à ma mère pour lui dire que maman, je t'aime très 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 fort et merci pour tout. Malgré que j'étais pénible, j'étais chiante avec toi. Je t'aime et je t'adore et merci pour tout. Et je ne pourrai jamais oublier tout ce que tu fais pour moi. Malgré qu'il y a la distance entre nous jusqu'à aujourd'hui, tu te bats pour moi. Et je sais à quel point tu es fatiguée aussi. Et bon, c'est fini pour cette fois. Et je vous fais de gros bisous. Et s'il vous plaît, prenez bien votre traitement de drépanocytose, que ce soit le cyclose, que ce soit l'hydréa, acide folique et les protocoles pour les douleurs et tout ça. En plus, en ce moment, il fait froid. Il y a les petits virus de grippe, gastro, angine, rhume, tout ça. Ne négligez pas en cas de fièvre, le 15 ou aller se présenter à l'hôpital ou aller voir le médecin traitant pour faire des prises de sang pour en être sûr qu'il n'y a rien du tout. Et buvez beaucoup d'eau. Parce qu'il y en a qui arrivent à se créer des petites excuses là pour pas boire beaucoup d'eau. Non. Il y a du thé. Il y a du thé. On peut faire bien un thé dans un petit truc là, une petite gourde là. Et tu bois. Voilà. Il y a ça. Tu bois, ça te réchauffe. Sinon, bois beaucoup d'eau. Mais pas les coca, tout ça, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau, c'est du poison. Voilà, donc si
vous avez des questions de tout ça, n'hésitez pas à poser, comme d'habitude. Et, euh, et j'oublie pas de vous laisser mon Instagram et tous mes réseaux sociaux, voilà, où vous pouvez me trouver. Il y a plein d'entre vous qui ont déjà mon Facebook et mon Instagram. Donc souvent on m'écrit de là. Et c'est vrai, j'ai disparu d'un seul coup. Je suis désolée pour ça. Donc je suis revenue. Et je vais recommencer à faire mes petites études là pour trouver des solutions pour ceux qui ne se retrouvent pas en Europe. Voilà, bisous bisous à tout le monde et je vous dis à très vite. Ciao ciao.